Dans le silence glacial de la nuit montagnarde, le grattement désespéré d'une lynx rousse frigorifiée et prête à mettre bas résonnait contre la porte de Lucas comme une supplique qui défiait des millénaires d'instincts sauvages. En ouvrant cette porte, il ne pouvait imaginer que ce simple geste de compassion allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient à jamais notre compréhension du lien entre l'homme et les prédateurs sauvages. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le vent hurlait à travers les pins, transportant des cristaux de glace qui tourbillonnaient comme des fantômes dans l'obscurité. Au cœur des montagnes du Montana, l'hiver n'était pas simplement une saison. C'était une force implacable qui testait chaque créature vivante jusqu'à ses limites. Pour Lucas Moreau, trappeur reconverti en photographe animalier, ces nuits de février étaient devenues familières au cours des 5 années passées dans sa cabane isolée. Mais ce soir-là, alors que le thermomètre extérieur affichait 30 degrés C, quelque chose d'inhabituel se produisait. Un grattement discret contre la porte en bois massif de sa cabane, puis un autre. Lucas leva les yeux de son ordinateur portable, où il éditait ses dernières photographies de loups. Ce n'était pas le bruit du vent. C'était délibéré, presque, désespéré. « Qu'est-ce que » murmura-t-il en attrapant sa lampe torche. La prudence aurait voulu qu'il ignore ces bruits. Dans ces montagnes isolées, à plus de 40 km de la ville la plus proche, les visiteurs nocturnes n'apportaient généralement rien de bon. Ours, coyotes, parfois même des prédateurs plus dangereux encore, la curiosité pouvait être fatale. Pourtant, quelque chose dans la régularité de ces grattements l'interpellait. Lucas s'approcha lentement de la porte, le faisceau de sa lampe prêt à révéler ce qui l'attendait. D'un geste prudent, il entr'ouvrit légèrement la porte, créant un mince interstice par lequel s'engouffra immédiatement l'air glacial. Ce qu'il vit le figea sur place. 2 yeux ambrés, brillants comme des joyaux dans la nuit, le fixaient avec une intensité saisissante. Un lynx roux femelle, son pelage tacheté recouvert de neige, se tenait sur son porche, tremblant visiblement. Mais ce n'était pas sa présence qui choqua Lucas, c'était son état. L'animal sauvage, normalement farouche et insaisissable, semblait épuisé, son souffle formant de petits nuages de condensation dans l'air glacé. Et son ventre était gonflé d'une manière qui ne laissait aucun doute. « Tu es enceinte », souffla Lucas, son esprit scientifique analysant rapidement la situation. « Et tu cherches un abri. » La logique lui criait de refermer la porte. Un prédateur sauvage, même affaibli, restait imprévisible et potentiellement dangereux. Mais 20 années passées à étudier et photographier la faune sauvage lui avaient appris à reconnaître quelque chose de rare, un animal au bout du rouleau qui avait pris la décision extraordinaire de chercher l'aide d'un humain. « C'est de la folie », murmura-t-il en ouvrant davantage la porte. Comme si elle comprenait, la femelle lynx avança prudemment, ses pattes laissant des empreintes humides sur le plancher en bois. Elle s'arrêta au centre de la pièce, son regard ne quittant jamais Lucas, méfiante mais déterminée. Lucas referma lentement la porte, conscient de l'incroyable situation dans laquelle il se trouvait. En 15 ans de vie dans la nature, jamais il n'avait vu un félin sauvage demander ainsi l'aide d'un humain. C'était contre tous leurs instincts, contre des milliers d'années d'évolution qui leur avaient appris que l'homme représentait le danger. « Tu dois être vraiment désespéré », dit-il doucement, gardant ses mouvements lents et prévisibles. Le lynx roux se dirigea vers le coin le plus éloigné de la cabane, près du poêle à bois qui ronronnait doucement. Avec une grâce surprenante malgré son état, elle se coucha, ses yeux toujours fixés sur l'homme. Lucas savait qu'il venait de franchir une ligne que peu de naturalistes osaient traverser, interférer directement avec la vie sauvage. Son mentor, le vieux Jack Harmon, l'aurait probablement réprimandé. La nature a ses raisons, ses cycles. Ce n'est pas à nous de choisir qui survit.
Pourtant, face à ses yeux ambrés qui le fixaient avec un mélange de peur et d'espoir, Lucas ne pouvait se résoudre à renvoyer l'animal dans la tempête de neige qui faisait rage dehors. « D'accord, dit-il comme pour conclure un pacte silencieux. Tu peux rester cette nuit, mais demain... » Il laissa sa phrase en suspens, sachant parfaitement qu'une femelle lynx sur le point de mettre bas ne partirait pas si facilement. Lucas s'installa dans son fauteuil à distance respectueuse et observa l'animal. Malgré son ventre distendu, elle restait dangereuse, griffes acérées, mâchoire puissante capable de briser des os. Il estima son poids à environ 15 kilos, plus petite qu'un lynx du Canada, mais tout aussi mortelle si elle se sentait menacée. Les heures passèrent dans un silence étrange, uniquement rompu par le crépitement du feu et le hurlement du vent à l'extérieur. Lucas, malgré sa fatigue, n'osait pas s'endormir, trop conscient de la présence du prédateur dans sa cabane. La lynx, quant à elle, semblait s'être légèrement détendue, sa respiration devenant plus régulière, bien que ses oreilles tiquaient au moindre bruit. Vers 3 heures du matin, l'animal se redressa soudainement, le corps tendu. Lucas se figea, craignant que la créature ait changé d'avis sur sa présence. Mais il comprit rapidement ce qui se passait. Le travail avait commencé. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, partagé entre l'excitation du naturaliste et l'angoisse de l'homme confronté à une situation totalement inédite. La lynx tourna en cercle plusieurs fois avant de se recoucher, sa respiration devenant plus laborieuse. Lucas, se souvenant des documentaires animaliers qu'il avait vus et des naissances auxquelles il avait assisté dans la nature, savait qu'il devait rester à l'écart. Les félins sauvages n'avaient pas besoin d'assistance pour mettre bas. Des millénaires d'évolution les avaient parfaitement préparés à cet événement. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. La femelle était visiblement épuisée et affaiblie par le froid et la faim. Dans la nature, cette naissance aurait probablement eu lieu dans un abri soigneusement choisi, pas dans la cabane d'un humain. « Tu sais ce que tu fais », se murmura-t-il à lui-même. « Fais-lui confiance. » Les heures qui suivirent furent à la fois interminables et extraordinaires. Avec une détermination silencieuse, la lynx donna naissance à 3 petits, de minuscules créatures aveugles dont les pelages mouillés séchèrent rapidement dans la chaleur de la cabane. Lucas, immobile dans son fauteuil, assistait au spectacle avec une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, le privilège rare d'être témoin d'un événement que peu d'humains avaient vu d'aussi près. La mère nettoya méticuleusement chaque chaton, les encourageant à téter avec une patience infinie. Même épuisés, ses instincts maternels fonctionnaient parfaitement. Lucas, subjugué, réalisa qu'il était en train de vivre quelque chose qui défiait tout ce qu'il croyait savoir sur les félins sauvages. Lorsque l'aube commença à pointer à travers les fenêtres givrées, la tempête s'était calmée, laissant place à un silence feutré que seule la neige fraîche peut créer. La lynx, visiblement épuisée, s'était endormie, ses 3 petits blottis contre son ventre. Lucas, qui avait lutté contre le sommeil toute la nuit, se leva avec une extrême prudence. La mère ouvrit immédiatement les yeux, suivant ses mouvements, mais sans hostilité apparente, plutôt avec une vigilance résignée. « Je vais juste chercher de l'eau », murmura-t-il, comme si l'animal pouvait comprendre. « Et peut-être que tu accepteras de manger quelque chose. » Dans son réfrigérateur, Lucas trouva un morceau de viande d'élan qu'un ami chasseur lui avait donné la semaine précédente. Il le coupa en petits morceaux et les plaça dans une assiette qu'il déposa à mi-chemin entre lui et la lynx. Puis il remplit un bol d'eau fraîche et le plaça à côté. Se reculant lentement, il observa la mère qui hésitait visiblement, tiraillée entre sa méfiance naturelle et son besoin désespéré de nourriture. Finalement, l'instinct de survie l'emporta. Avec des mouvements précautionneux, gardant toujours un œil sur Lucas, elle s'étira vers la nourriture et commença à manger,
d'abord lentement puis avec une avidité qui confirmait sa faim. Lucas s'autorisa un sourire. « C'est ça, reprends des forces. Tes petits en ont besoin. » Cette scène improbable, un photographe animalier partageant sa cabane avec une lynx et ses nouveau-nés, marquait le début d'une histoire que personne n'aurait cru possible. Ce que Lucas ignorait encore, c'est que cet acte de compassion allait déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement sa vie, mais aussi notre compréhension des relations entre humains et animaux sauvages. Car la vraie histoire ne faisait que commencer, et ce qui allait suivre dépasserait l'imagination même des plus grands spécialistes du comportement animal. Les jours qui suivirent plongèrent Lucas dans une réalité parallèle, un monde où les règles établies entre humains et prédateurs sauvages semblaient momentanément suspendues. Il avait décidé de nommer la lynx Aurora, en hommage aux aurores boréales qui dansaient parfois au-dessus de sa cabane lors des nuits les plus claires de l'hiver. Un nom qui évoquait à la fois la beauté sauvage et le mystère, tout comme cette situation extraordinaire dans laquelle il se trouvait. Le premier matin après la naissance, Lucas s'était réveillé dans son fauteuil, le coup douloureux d'avoir lutté contre le sommeil toute la nuit. Son premier réflexe fut de vérifier si les événements de la veille n'étaient pas le fruit d'un rêve particulièrement vivace. Mais non, Aurora était bien là, couchée près du poêle, ses 3 chatons minuscules blottis contre son ventre. La lumière hivernale qui filtrait par les fenêtres givrées baignait la scène d'une lueur presque mystique. Lucas resta immobile, osant à peine respirer. Le regard d'Aurora croisa le sien, vigilant mais sans hostilité. Quelque chose avait changé pendant la nuit, comme si le fait d'avoir donné naissance sous ce toit avait scellé une forme de trêve entre eux. « Bonjour », murmura Lucas, sachant pertinemment que c'était absurde de parler à un félin sauvage. Aurora cligna lentement des yeux, ce que Lucas interpréta comme une forme de reconnaissance. Elle semblait plus reposée, bien que toujours sur ses gardes. Les chatons, aveugles et vulnérables, se tortillaient contre elle, cherchant chaleur et nourriture avec des miaulements à peine audibles. Lucas savait qu'il devait respecter certaines règles s'il voulait que cette cohabitation improbable fonctionne. Premièrement, maintenir une distance de sécurité. Deuxièmement, éviter les mouvements brusques. Troisièmement, et peut-être le plus important, accepter qu'Aurora était et resterait un animal sauvage, guidé par des instincts façonnés par des millénaires d'évolution. « Je dois sortir pour chercher du bois », expliqua-t-il à voix basse, toujours sur ce ton conversationnel qu'il avait naturellement adopté. « Je reviendrai vite. » Aurora le suivit du regard lorsqu'il enfila son manteau et ses bottes. Lucas sentait qu'elle évaluait constamment le niveau de menace qu'il représentait, soupesant le danger contre le confort et la sécurité que lui offrait la cabane. Dehors, le monde était enveloppé dans un silence blanc. La tempête avait laissé derrière elle près de 60 cm de neige fraîche, transformant le paysage en une étendue immaculée. L'air était si froid qu'il brûlait les poumons. Lucas comprit immédiatement pourquoi Aurora avait cherché refuge. Aucun abri naturel n'aurait pu offrir la protection nécessaire pour une mise bas par un tel temps. En ramassant du bois, Lucas réfléchissait à la situation incroyable dans laquelle il se trouvait. En tant que photographe spécialisé dans la vie sauvage, il avait toujours respecté le principe fondamental de non-intervention. Observer, documenter, mais jamais interférer, c'était la règle d'or. Pourtant, il l'avait brisée en ouvrant sa porte à cette lynx. « Que dirait Jack s'il me voyait maintenant ?» murmura-t-il en pensant à son mentor. Quand il revint à la cabane, les bras chargés de bûches, il fut accueilli par le regard ambré d'Aurora qui n'avait pas bougé de sa place. À sa grande surprise, elle ne se raidit pas lorsqu'il déposa bruyamment le bois près du poêle. Un bon signe peut-être. Les jours suivants établirent une routine étrange. Lucas veillait à fournir de la nourriture, principalement de la viande crue qu'il gardait dans son congélateur pour ses longs séjours dans la cabane.
Il maintenait la chaleur constante dans la cabane et s'efforçait de faire le moins de bruit possible. Aurora, quant à elle, se consacrait entièrement à ses petits, les nettoyant, les nourrissant, veillant sur eux avec cette attention infaillible propre aux mères félins. Lucas avait divisé mentalement la cabane en 2 territoires. Le coin près du poêle appartenait désormais à Aurora et ses chatons. Le reste de l'espace était son domaine. Cette frontière invisible semblait respectée des 2 côtés, créant un équilibre précaire mais fonctionnel. Le 3e jour, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Lucas préparait son café du matin, aussi silencieusement que possible, il entendit un léger bruit derrière lui. En se retournant lentement, il vit Aurora qui s'était approchée, s'arrêtant à environ 2 mètres de lui. Elle le regardait fixement, ses oreilles pointées vers l'avant, dans une posture qui n'était ni menaçante ni soumise, juste, curieuse. « Qu'est-ce que tu veux ?» chuchota Lucas, immobile. Comme en réponse, Aurora tourna légèrement la tête vers ses chatons, puis revint à Lucas. Le message semblait clair. Elle voulait qu'il les voie de plus près. Cette invitation, venant d'une mère prédateur naturellement protectrice, était tellement extraordinaire que Lucas dut réprimer le tremblement d'excitation qui parcourait ses mains. Avec des mouvements d'une lenteur délibérée, il s'accroupit et s'approcha jusqu'à 1 mètre de distance, puis s'arrêta, laissant Aurora décider si c'était acceptable. La lynx l'observait, ses pupilles verticales légèrement dilatées, mais elle ne montrait aucun signe d'agressivité. « Ils sont magnifiques », murmura Lucas en observant les 3 chatons qui commençaient à montrer des signes de développement. Leur pelage, d'abord uniformément gris-brun, commençait à révéler les motifs tachetés caractéristiques de leur espèce. Leurs petites pattes s'agitaient parfois dans leur sommeil, comme s'ils rêvaient déjà de courses dans la forêt. Lucas nota mentalement chaque détail, conscient du privilège inouï qui lui était accordé. Ce moment marqua un tournant dans leur relation. Sans le savoir, Aurora avait offert à Lucas une forme de confiance que peu d'humains avaient jamais reçue d'un félin sauvage. Cette confiance, Lucas le savait, était aussi fragile que précieuse. Au 5e jour, alors que la température extérieure remontait légèrement, Lucas commença à s'inquiéter. Plus le temps passait, plus il risquait de perturber le développement naturel des chatons. Dans la nature, Aurora les aurait gardés cachés dans un terrier pendant plusieurs semaines, les exposant progressivement au monde extérieur. Ici, dans la cabane, leur perception du monde était faussée. « Vous ne pouvez pas rester indéfiniment », dit-il doucement à Aurora, qui léchait méticuleusement l'un de ses petits. « Ce n'est pas votre place. » Pourtant, l'idée de les renvoyer dans la nature, alors que les chatons étaient encore si vulnérables, lui semblait cruelle. Et quelque part, bien qu'il refusât de se l'avouer complètement, Lucas s'était attaché à cette petite famille improbable. La solution à ce dilemme vint d'une manière inattendue. En inspectant l'extérieur de sa cabane, Lucas découvrit un petit cabanon de rangement qu'il utilisait rarement. Avec quelques modifications, isolation renforcée, petite ouverture sécurisée et même un système de chauffage rudimentaire, il pourrait devenir un abri intermédiaire idéal. Un espace où Aurora pourrait continuer à élever ses petits, à l'abri des prédateurs et des éléments, tout en commençant à les réintroduire progressivement dans leur environnement naturel. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à Aurora en rentrant, comme si elle pouvait comprendre son plan. Un compromis. Pendant les 2 jours suivants, Lucas travailla à l'aménagement du cabanon, vérifiant régulièrement qu'Aurora et ses petits étaient confortables dans la cabane principale. Il installa une caméra discrète, espérant pouvoir continuer à observer leur développement sans perturber leur retour progressif à la vie sauvage. Le 8e jour, alors que le cabanon était prêt, Lucas fit face à un nouveau défi.
Comment faire comprendre à Aurora que c'était son nouveau refuge? La solution lui vint naturellement, la nourriture. En créant un chemin de petits morceaux de viande menant de la cabane au cabanon, il espérait que la lynx suivrait son instinct de prédateur. L'expérience fonctionna mieux qu'il ne l'espérait. Aurora, après avoir reniflé suspicieusement le premier morceau de viande, suivit la piste jusqu'au cabanon. Lucas l'observait à distance, retenant son souffle. Lorsqu'elle disparut à l'intérieur du petit abri, il attendit, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, elle ressortit, seule, et retourna directement à la cabane principale. Ce que Lucas observa ensuite restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Avec une délicatesse surprenante pour un animal de cette taille, Aurora saisit l'un de ses chatons par la peau du cou et d'un pas assuré le transporta jusqu'au cabanon. Elle répéta l'opération 2 fois, jusqu'à ce que toute sa petite famille soit installée dans leur nouveau foyer. Lucas, observant la scène depuis la fenêtre de sa cabane, sentit une émotion étrange l'envahir, un mélange de fierté, d'émerveillement et de tristesse. Il savait que c'était le début de leur séparation, une étape nécessaire dans le retour d'Aurora et ses petits à leur vraie nature. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les montagnes enneigées, Lucas s'assit devant son ordinateur et commença à rédiger ses observations des 8 derniers jours. Ces notes, il le savait déjà, constitueraient peut-être l'étude la plus importante de sa carrière, un témoignage unique sur la complexité des relations entre humains et prédateurs sauvages. Sur l'écran de la caméra installée dans le cabanon, il pouvait voir Aurora couchée en cercle autour de ses 3 chatons, leur offrant chaleur et protection. Cette image, à la fois ordinaire et extraordinaire, contenait une vérité que Lucas commençait seulement à comprendre. Entre l'homme et l'animal sauvage, il existait parfois des ponts inattendus, des moments de connexion qui transcendaient les barrières établies par des millénaires d'évolution séparées. 2 semaines s'écoulèrent, marquées par une routine que Lucas n'aurait jamais imaginée possible. Chaque matin, il déposait de la nourriture fraîche à l'entrée du cabanon, suffisamment loin pour ne pas déranger Aurora, mais assez proche pour qu'elle puisse l'atteindre facilement. Chaque soir, il vérifiait les images captées par la caméra, documentant méticuleusement le développement des chatons. Et quel développement! Les 3 petits, que Lucas avait mentalement nommés Ash, Ember et Frost, en raison des subtiles variations de leur pelage, grandissaient à une vitesse surprenante. Leurs yeux s'étaient ouverts au 10e jour, révélant ce bleu laiteux caractéristique des jeunes félins qui se transformeraient progressivement en ambre doré. Leurs mouvements, d'abord maladroits et hésitants, gagnaient chaque jour en assurance. Aurora, patiente et attentive, les guidait dans chaque étape de leur développement. Ce matin-là, en vérifiant les images de la nuit précédente, Lucas remarqua quelque chose de nouveau. Aurora avait commencé à apporter de petites proies, principalement des souris des champs, à l'intérieur du cabanon. Les chatons, bien trop jeunes pour chasser, observaient avec une curiosité intense leur mère déchiqueter la nourriture en morceaux manageables. « Elles commencent leur éducation », murmura Lucas, fasciné. La transition a commencé. C'était à la fois merveilleux et légèrement mélancolique. Chaque pas vers l'indépendance des chatons était un pas vers leur retour complet à la nature et donc, inévitablement, vers leur séparation définitive d'avec Lucas. Cette pensée le troublait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ces 2 semaines, il avait maintenu une distance physique respectueuse, n'approchant jamais le cabanon lorsqu'Aurora était visible. Pourtant, une connexion s'était formée. Parfois, lorsqu'il déposait la nourriture, il sentait le regard d'Aurora sur lui depuis l'ombre de la forêt environnante, non pas menaçant, mais vigilant presque, reconnaissant. « Tu anthropomorphises », se réprimandait-il régulièrement. « Elle n'est pas reconnaissante, elle est pragmatique. Tu es une source de nourriture, rien de plus. » Pourtant,
Certains comportements d'Aurora défiaient cette explication rationnelle, comme cette habitude qu'elle avait prise de laisser parfois un petit cadeau, généralement une plume d'oiseau ou une petite branche, à l'endroit exact où Lucas déposait la nourriture. Des offrandes, des objets sans signification déplacés par hasard. Lucas oscillait entre scepticisme scientifique et émerveillement. Ce jour-là, le temps s'était considérablement adouci. Le printemps montrait timidement ses premiers signes dans les montagnes, quelques plaques de terre déneigées, le chant plus fréquent des oiseaux, une qualité différente dans la lumière. Lucas décida qu'il était temps d'élargir le territoire des lynx. Avec des outils simples, pelles, planches, branches, il construisit un petit corridor naturel reliant le cabanon à la lisière de la forêt. Cette structure offrirait aux chatons un passage protégé pour leurs premières explorations du monde extérieur, tout en les gardant à l'abri des prédateurs comme les aigles ou les coyotes. Alors qu'il terminait les derniers ajustements, Lucas eut soudain cette sensation, maintenant familière, d'être observé. Il se retourna lentement. Aurora se tenait à la lisière des arbres, immobile, ses yeux ambrés fixés sur lui. Ce n'était pas la première fois qu'elle l'observait travailler, mais jamais elle ne s'était tenue aussi à découvert, aussi confiante. « J'espère que ça te convient », dit Lucas doucement. « Tes petits ont besoin de découvrir le monde. » Comme si elle comprenait parfaitement ses intentions, Aurora s'avança de quelques pas, reniflant l'air dans la direction de la nouvelle structure. Puis, avec cette grâce féline qui ne cessait d'émerveiller Lucas, elle s'approcha du corridor, l'inspecta minutieusement avant de disparaître à l'intérieur du cabanon. Moins de 10 minutes plus tard, Aurora réapparaissait, tenant délicatement Ash, le plus aventureux des trois, par la peau du cou. Avec une prudence infinie, elle le déposa à l'entrée du corridor, puis recula légèrement, comme pour l'encourager à explorer par lui-même. Le chaton hésita, puis, poussé par une curiosité plus forte que sa peur, fit quelques pas hésitants dans cette nouvelle extension de son monde. Lucas, immobile à bonne distance, retenait son souffle. Il assistait à un moment privilégié, les premiers pas d'un prédateur sauvage vers son destin naturel, guidé par l'instinct maternel le plus pur. C'était pour ces moments-là qu'il avait choisi cette vie solitaire dans les montagnes, pour ces fenêtres rares sur la vérité brute et magnifique de la nature. Les jours suivants confirmèrent l'approbation d'Aurora pour le corridor. Les chatons, d'abord timides, s'aventuraient chaque jour un peu plus loin, toujours sous la surveillance attentive de leur mère. Lucas notait chaque progrès, chaque nouvelle compétence acquise, la façon dont Ember pratiquait déjà l'affût, immobile comme une statue pendant plusieurs minutes, comment Frost excellait à grimper sur les branches basses que Lucas avait intégrées au corridor, la curiosité insatiable d'Ash qui le poussait toujours plus loin dans ses explorations. C'est lors d'une de ces séances d'observation que Lucas remarqua le changement dans le comportement d'Aurora. La lynx, habituellement calme et mesurée, montrait des signes d'agitation. Ses oreilles pivotaient constamment, captant des sons que l'ouïe humaine ne pouvait percevoir. Ses narines frémissaient, testant l'air avec une intensité nouvelle. « Qu'est-ce qui t'inquiète » murmura Lucas, plus pour lui-même que pour l'animal. La réponse vint le lendemain matin, sous la forme de traces fraîches dans la neige résiduelle autour de la cabane, des empreintes de pattes bien plus grandes que celles d'Aurora, avec des marques de griffes profondes qui ne laissaient aucun doute. « Un puma » souffla Lucas, son cœur s'accélérant. La présence d'un cougar adulte dans les parages changeait complètement l'équation. Ces grands félins pouvaient considérer les chatons de lynx comme des proies faciles, et même Aurora, malgré sa férocité maternelle, ne ferait pas le poids face à un prédateur 2 fois plus grand qu'elle. Lucas passa la journée à réfléchir. Son instinct le poussait à intervenir, à renforcer les protections autour du cabanon, peut-être même à effrayer le puma avec des sons ou des odeurs répulsives.
mais une voix plus profonde, celle du naturaliste, du respectueux observateur de la vie sauvage, lui rappelait que c'était précisément ces dangers qui façonnaient les compétences de survie des lynx. Trop de protection pourrait se révéler mortelle à long terme. « Je ne peux pas créer une bulle artificielle », se dit-il, frustré par ce dilemme. « Mais je ne peux pas non plus les abandonner face à un danger qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. » La solution émergea d'elle-même cette nuit-là. Vers 2 heures du matin, Lucas fut réveillé par un bruit à sa porte. Non pas le grattement discret d'Aurora 2 semaines plus tôt, mais un son plus délibéré, presque impérieux. Méfiant, il attrapa sa lampe torche et son couteau de chasse avant d'entr'ouvrir prudemment la porte. Aurora se tenait sur le seuil, seule. Sans hésitation, elle entra dans la cabane, fit quelques pas, puis se retourna vers Lucas, le fixant avec une intensité impossible à mal interpréter. Elle avait besoin de quelque chose. « Les chatons ?» demanda Lucas, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. « Où sont-ils » Comme en réponse, Aurora se dirigea vers la porte, attendant que Lucas la suive. Le cœur battant, il enfila rapidement ses bottes et sa veste, puis suivit la lynx dans la nuit froide. Elle le conduisit directement au cabanon, puis s'arrêta, regardant alternativement Lucas et la structure en bois. Lucas comprit immédiatement. « Tu veux que je les ramène à l'intérieur, à cause du puma ?» La demande était claire, mais Lucas hésitait. Ramener les chatons dans sa cabane signifiait interrompre leur progression vers l'indépendance. C'était revenir en arrière dans le processus naturel qu'il avait tant pris soin de respecter. Pourtant, face au regard suppliant d'Aurora, et Lucas était maintenant certain que c'était bien de la supplication qu'il y lisait, il ne pouvait refuser. Avec d'infinies précautions, il ouvrit la porte du cabanon et découvrit les 3 chatons blottis ensemble au fond, tremblant légèrement. « Viens, » dit-il doucement à Aurora, « montre-leur que c'est sécuritaire. » La lynx s'exécuta, entrant dans le cabanon et encourageant ses petits avec de légers coups de museau. Un par un, elle les porta jusqu'à la cabane de Lucas, exactement comme elle l'avait fait lors de leur premier déménagement. Lucas suivait, veillant à maintenir une distance respectueuse, tout en restant suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. Une fois tous les chatons installés près du poêle, dans le coin qui avait été leur premier refuge, Aurora lança un dernier regard à Lucas. Dans ce regard, il lut quelque chose qui le bouleversa profondément, une confiance absolue, presque, une alliance. « Je comprends », murmura-t-il. « Nous le ferons ensemble. » Cette nuit-là, alors que la petite famille dormait paisiblement dans le coin de sa cabane, Lucas resta éveillé, réfléchissant aux implications extraordinaires de ce qui venait de se passer. Aurora avait non seulement reconnu le danger que représentait le puma, mais elle avait délibérément cherché l'aide de Lucas, un humain, pour protéger ses petits. Qu'est-ce que cela signifie pour tout ce que nous croyons savoir sur les animaux sauvages, se demandait-il. Sur les frontières entre nos mondes? Ces questions, il le savait, n'avaient pas de réponse simple, mais au-delà des considérations scientifiques, une vérité plus simple et plus puissante s'imposait. Au cœur de l'hiver le plus rude, 2 êtres que tout opposait avaient trouvé un terrain d'entente, la protection de 3 petites vies qui ne demandaient qu'à s'épanouir. Et cela, pensait Lucas, en observant Aurora veiller sur ses chatons, était peut-être la leçon la plus importante de toutes. L'hiver céda lentement sa place à un printemps précoce dans les montagnes. La neige fondait progressivement, révélant un sol humide où les premières pousses vertes commençaient timidement à apparaître. Pour Lucas, le temps semblait suspendu dans une bulle irréelle. Sa cabane, autrefois refuge de solitude, était devenue le théâtre d'une expérience sans précédent. Les chatons avaient maintenant presque 1 mois et leur transformation était spectaculaire. Leur corps s'était allongé, leurs taches étaient devenues plus définies
et leur personnalité s'affirmait de jour en jour. Ash, le plus aventureux, passait des heures à explorer chaque recoin de la cabane, grimpant sur tout ce qui pouvait supporter son poids. Amber, plus méthodique, observait longuement avant d'agir, analysant chaque situation avec une intelligence presque palpable. Quant à Frost, le plus petit des trois, il compensait sa taille par une agilité extraordinaire, capable de se faufiler dans les espaces les plus étroits. Lucas avait adapté sa cabane à cette cohabitation improbable. Un vieux matelas avait été installé dans le coin qu'Aurora avait choisi, créant un espace confortable pour la petite famille. Des étagères avaient été vidées pour offrir des plateformes d'observation aux chatons. Même son travail s'était transformé. Ses photographies d'animaux sauvages habituels avaient laissé place à une documentation minutieuse du développement des lynx. Si seulement Jack pouvait voir ça, murmurait parfois Lucas en observant Aurora enseigner à ses petits l'art de l'affût, utilisant sa queue comme leurre mobile. La menace du puma restait présente. Lucas avait aperçu l'imposant félin à 2 reprises, rôdant à la lisière de la forêt qui entourait sa propriété. Ses traces apparaissaient régulièrement, parfois inquiétamment proches de la cabane. Pour contrer cette menace, Lucas avait installé un système de protection rudimentaire, des lampes à détecteur de mouvement, des rubans réfléchissants qui ondulaient au vent, et même un vieux poste de radio qui diffusait occasionnellement des voix humaines. Aurora semblait comprendre ces précautions. Lucas l'avait surprise en train d'inspecter les lampes, son comportement suggérant qu'elle associait ces dispositifs à la sécurité. Cette compréhension apparente des intentions humaines fascinait Lucas, qui remplissait des carnets entiers de ses observations. Un matin, alors que Lucas préparait son café, il remarqua un changement dans l'atmosphère de la cabane. Les chatons, habituellement actifs dès l'aube, restaient blottis contre leur mère, inhabituellement silencieux. Aurora elle-même semblait tendue, ses oreilles constamment en mouvement, ses yeux fixés sur la porte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda doucement Lucas, inquiet par ce comportement. Comme en réponse, un bruit de moteur se fit entendre au loin, un véhicule approchant par le chemin forestier qui menait à sa cabane. Lucas se figea. En 3 ans de vie semi-ermite dans ces montagnes, les visiteurs étaient rares et généralement annoncés. Son cœur s'accéléra alors que les implications devenaient claires. Quelqu'un allait découvrir Aurora et ses chatons. « Restez calme », murmura-t-il au lynx, sachant pertinemment qu'il parlait davantage pour lui-même. Aurora comprit l'urgence de la situation bien avant que Lucas n'ait pu formuler un plan. Avec une efficacité stupéfiante, elle rassembla ses chatons et les guida vers un espace que Lucas n'avait même pas considéré, l'espace étroit entre son lit et le mur, partiellement caché par une couverture tombante. Le véhicule s'arrêta devant la cabane. À travers la fenêtre, Lucas reconnut le pick-up vert du garde forestier régional, Mike Guthrie. Un vieil ami, certes, mais aussi un représentant officiel qui avait des obligations légales concernant la faune sauvage. « Reste calme », se répéta Lucas, en ouvrant la porte avant même que Mike n'ait eu le temps de frapper. « Lucas », s'exclama le garde forestier, un homme robuste d'une 50aine d'années, au visage tanné par les éléments. « Je commençais à croire que tu t'étais transformé en ours et hibernais. » Lucas força un sourire, conscient qu'Aurora et ses petits n'étaient qu'à quelques mètres, cachés derrière lui. « Mike, quelle surprise! Je ne t'attendais pas. » « Visiblement, » répondit Mike en notant l'expression tendue de Lucas. « J'étais dans le secteur pour vérifier des rapports sur un puma particulièrement actif. Comme je passais près de chez toi, je me suis dit que je pourrais prendre de tes nouvelles. Ça fait presque 2 mois que personne ne t'a vu en ville. » Lucas s'efforça de paraître détendu, maintenant son corps dans l'embrasure de la porte pour bloquer la vue de l'intérieur. « J'ai été occupé. Beaucoup de matériel à trier, des photos à éditer. »
Mike le dévisagea avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Tu me laisses entrer, il fait un froid de canard ici dehors. » C'était le moment de vérité. Lucas savait qu'il ne pouvait pas refuser sans éveiller davantage les soupçons. D'un autre côté, permettre à Mike de découvrir Aurora et ses petits pourrait avoir des conséquences désastreuses. La loi était claire concernant la détention d'animaux sauvages, même avec les meilleures intentions du monde. « Bien sûr, » dit finalement Lucas, s'écartant lentement. « Mais c'est un peu le bazar. Je ne reçois pas beaucoup de visites. » Mike entra, retirant son chapeau par habitude. Ses yeux exercés balayèrent immédiatement la cabane, notant les subtils changements que Lucas avait apportés pour accommoder ses invités félins. Les étagères dégagées, le matelas dans le coin, les petites assiettes près du poêle qui avaient contenu la dernière ration de viande des lynx. « Tu as changé la déco ?» demanda Mike, son ton léger contrastant avec son regard inquisiteur. Lucas haussa les épaules, se dirigeant vers la cuisinière pour préparer du café et détourner l'attention de Mike du coin où se cachaient les lynx. « J'expérimente. L'hiver est long par ici. » Mike acquiesça distraitement, continuant son inspection visuelle. Il s'arrêta soudain, fixant quelque chose sur le sol près de la table. Lucas suivit son regard et sentit son cœur s'arrêter. Une petite touffe de poils roux tachetés, indubitablement de lynx, trônait sur le plancher en bois. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Mike, s'approchant pour mieux voir. Lucas cherchait désespérément une explication plausible quand un bruit léger, un miaulement étouffé, s'échappa de derrière le lit. Le visage de Mike se figea, puis se tourna lentement vers la source du son. « Lucas, » dit-il d'une voix soudain très officielle, « y a-t-il quelque chose que tu devrais me dire ?» Le moment de vérité était arrivé. Lucas prit une profonde inspiration, prêt à tout avouer, quand un mouvement à la fenêtre attira son attention, et celle de Mike. À l'extérieur, clairement visible malgré la fine couche de givre sur la vitre, se tenait le puma. L'imposant félin observait la cabane avec une attention inquiétante, ses muscles puissants tendus sous son pelage doré. « Bon sang !» souffla Mike, sa main se portant instinctivement vers son arme de service. « C'est lui, le spécimen que je traque. Il est énorme. » Le puma, apparemment conscient d'avoir été repéré, ne fuit pas. Au contraire, il commença à longer la cabane, ses yeux fixés sur quelque chose que les deux hommes ne pouvaient voir. C'est alors qu'Aurora émergea de sa cachette, surprenant Mike, qui fit un bond en arrière. La lynx ignora complètement les humains, son attention entièrement focalisée sur la menace extérieure. Avec une détermination farouche, elle se plaça devant la fenêtre, fixant le puma à travers la vitre, son corps tendu prêt à défendre ses petits. « Qu'est-ce que... » commença Mike, mais Lucas leva une main pour l'interrompre. « Je t'expliquerai tout, mais pas maintenant. Ce puma traque Aurora et ses chatons depuis des semaines. Il les sent, Mike. C'est pour ça qu'il est là. » Comme pour confirmer ses paroles, les trois chatons émergèrent à leur tour, se blottissant derrière leur mère qui maintenait sa posture défensive face à la fenêtre. Le garde forestier restait figé, partagé entre son devoir officiel et la scène extraordinaire qui se déroulait devant lui. Son regard passa des lynx au puma puis à Lucas, essayant visiblement de rassembler les pièces du puzzle. Cette femelle et ses petits, ils vivent ici, avec toi, demanda-t-il finalement, son ton oscillant entre incrédulité et émerveillement. Lucas acquiesça lentement. C'est une longue histoire. Elle est venue chercher refuge pendant la tempête de février pour mettre bas. Depuis, eh bien, nous avons trouvé un arrangement. Le puma s'était maintenant arrêté devant la fenêtre principale, son souffle créant de petits nuages de condensation sur la vitre. L'affrontement silencieux entre les deux félins, l'un massif et confiant, l'autre plus petit mais férocement protecteur, créait une tension presque électrique dans la pièce. Ce puma ne partira pas,
dit Mike à voix basse. Il a identifié ces chatons comme des proies faciles et il est déterminé. Lucas le savait. La présence du prédateur représentait une menace constante qui ne disparaîtrait pas d'elle-même. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à l'idée que Mike intervienne officiellement. Cela signifierait probablement la séparation forcée d'Aurora et de ses petits, leur placement dans un centre de réhabilitation et la fin de cette expérience extraordinaire. « Que comptes-tu faire » demanda-t-il au garde forestier, sa voix trahissant son anxiété. Mike observa longuement la scène. Aurora, farouchement protectrice, les chatons, curieux mais effrayés, le puma, patient et menaçant, et Lucas, visiblement déchiré entre son attachement pour ces animaux sauvages et la réalité de leur situation. « D'abord, » dit finalement Mike en retirant lentement son manteau, « nous allons nous occuper de ce puma. Ensuite, tu vas tout me raconter, du début à la fin. » Le regard que Lucas et Mike échangèrent contenait à la fois une question et une promesse. Cette journée marquerait un tournant, non seulement pour Aurora et ses petits, mais aussi pour la compréhension même de ce qui était possible entre humains et animaux sauvages. Dehors, le puma commença à faire le tour de la cabane, cherchant un point faible, un accès vers les proies qu'il convoitait. À l'intérieur, 2 hommes et une famille de lynx se préparaient à défendre ce qui était devenu, contre toute attente, un sanctuaire partagé. Le silence qui régnait dans la cabane était seulement troublé par le léger grondement qu'Aurora émettait face à la menace extérieure. Mike et Lucas se tenaient immobiles, observant le puma qui continuait sa ronde autour de la structure en bois, testant chaque fenêtre, chaque possible point d'entrée avec une patience de prédateur. « Il ne renoncera pas », murmura Mike, sa main toujours posée sur son arme de service. « Ces félins peuvent attendre des jours quand ils ont repéré une proie. » Lucas acquiesça, son regard alternant entre Aurora et le garde forestier. « Que proposes-tu » Mike réfléchit un instant, pesant clairement les différentes options. « J'ai un pistolet tranquillisant dans mon véhicule. Normalement, je l'utiliserai pour l'endormir et le relocaliser loin d'ici. »« Mais » demanda Lucas, percevant l'hésitation dans la voix de son ami. « Mais déplacer un prédateur territorial comme celui-ci est rarement une solution permanente. Il pourrait revenir, ou pire, se rapprocher des zones habitées s'il associe les humains à de la nourriture facile. » Le puma disparut momentanément de leur champ de vision, puis réapparut devant la fenêtre principale, plus proche encore qu'auparavant. Ses yeux jaunes ne quittaient pas Aurora qui, malgré sa taille inférieure, maintenait sa posture défensive, son corps formant un bouclier vivant entre la menace et ses chatons. « Elle est incroyable », souffla Mike, une admiration sincère perçant dans sa voix. « Je n'ai jamais vu un comportement comme celui-là chez un lynx sauvage. » Lucas sentit une pointe de fierté, aussi irrationnelle soit-elle. Aurora est différente. Elle comprend des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Comme pour confirmer ses paroles, la lynx rousse tourna brièvement la tête vers Lucas, puis vers Mike, avant de reporter son attention sur le puma. Ce regard, bref mais délibéré, semblait presque demander « Qu'attendez-vous pour agir ?» « Aurora » répéta Mike, haussant un sourcil. « Tu lui as donné un nom. » Ce n'était pas une question, plutôt une constatation qui révélait la profondeur de l'attachement de Lucas. Celui-ci haussa les épaules, presque embarrassé. « Ça s'est fait naturellement. Les chatons aussi ont des noms. Ash, Ember et Frost. » Mike secoua la tête, partagé entre amusement et inquiétude professionnelle. « Tu sais ce que dit le règlement sur l'attachement aux animaux sauvages. » Mais sa phrase resta en suspens. Le puma venait de sauter sur le rebord de la fenêtre, testant la solidité de la vitre avec une patte massive. Le verre, heureusement épais pour résister aux hivers rigoureux, tint bon, mais le message était clair. Le prédateur s'enhardissait. « Je crois que nous n'avons plus le temps de philosopher, » dit Mike en se dirigeant vers la porte. « Je vais chercher le tranquillisant. »
Garde un œil sur notre ami à quatre pattes. » Dès que la porte se referma derrière le garde forestier, Aurora s'approcha de Lucas, ses mouvements trahissant une nervosité inhabituelle. Instinctivement, il s'accroupit pour se mettre à son niveau. « Tout va bien, » murmura-t-il. « Mike va nous aider. » Les chatons, enhardis par le comportement de leur mère, s'approchèrent également, reniflant l'air dans la direction où le garde forestier avait disparu. Leur curiosité naturelle semblait momentanément plus forte que leur peur du puma. Dehors, Mike ouvrit la caisse arrière de son pick-up, en sortit un étui allongé qu'il ouvrit rapidement. Le pistolet tranquillisant était un modèle standard utilisé par les services forestiers, capable de délivrer une dose de sédatif calibrée au poids estimé de l'animal. Mike chargea soigneusement une cartouche, vérifia la pression, puis se repositionna pour avoir une vue dégagée sur le puma qui continuait de tourner autour de la cabane. À l'intérieur, Lucas rassembla doucement les chatons dans le coin le plus éloigné des fenêtres, créant une barrière de meubles pour les protéger en cas d'intrusion. Aurora, comprenant visiblement ses intentions, l'aida en guidant ses petits avec de légers coups de museau. Un coup de feu étouffé retentit à l'extérieur, suivi d'un rugissement de douleur et de colère. Lucas se précipita à la fenêtre juste à temps pour voir le puma bondir dans les sous-bois, une seringue hypodermique plantée dans son flanc. « J'ai réussi » cria Mike en se précipitant vers la cabane. « Mais il n'est pas encore endormi. Il faut attendre que le produit fasse effet. » Les minutes qui suivirent furent tendues, les deux hommes scrutant la lisière de la forêt à la recherche du moindre mouvement. Aurora, sentant le danger s'éloigner, se détendit légèrement mais resta vigilante, ses oreilles pivotant en direction du moindre bruit. « Là !» s'exclama soudain Mike, pointant vers un fourré où l'on distinguait la forme allongée du puma. Le sédatif a fait effet. Avec des précautions infinies, les deux hommes s'approchèrent du prédateur endormi. C'était un magnifique spécimen mâle, probablement âgé de 4 ou 5 ans, au sommet de sa forme. Son pelage doré luisait faiblement sous le soleil printanier. « Il est superbe », admit Lucas, gardant toutefois une distance respectueuse. Mike acquiesça tout en vérifiant les signes vitaux de l'animal. « Et en parfaite santé. C'est probablement ce qui a sauvé ta petite famille de lynx jusqu'à présent. » Il n'était pas désespéré au point de risquer une confrontation directe avec Aurora. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Lucas, anticipant déjà la suite. Le garde forestier soupira, passant une main sur sa nuque. « Protocole standard. Je vais le marquer, prendre des mesures et des échantillons biologiques, puis le relocaliser à au moins 50 km d'ici, de l'autre côté de la chaîne de montagnes. Avec un peu de chance, il y trouvera un nouveau territoire et oubliera le vôtre. » Lucas nota l'utilisation du vôtre, comme si Mike reconnaissait déjà que cette terre appartenait autant à Aurora qu'à lui-même. « Et pour Aurora et les chatons ?» demanda-t-il, abordant finalement la question qui le préoccupait depuis l'arrivée du garde. Mike le regarda longuement, son visage révélant le conflit intérieur qui l'agitait. En tant que représentant de la loi, il avait l'obligation de signaler cette situation inhabituelle. Les règlements étaient clairs. Les animaux sauvages devaient rester sauvages, et toute forme de domestication ou de détention sans permis était strictement interdite. « Rentrons », dit-il finalement. « J'ai besoin d'entendre toute l'histoire avant de prendre une décision. » De retour dans la cabane, ils trouvèrent Aurora et ses chatons calmement installés près du poêle, comme si la menace du puma n'avait été qu'un mauvais rêve. Les petits jouaient ensemble, se mordillant et se poursuivant avec cette énergie infatigable propre aux jeunes félins. Lucas prépara du café, pendant que Mike s'asseyait à la table, son carnet de notes ouvert devant lui. Pendant près d'1 heure, Lucas raconta tout, la nuit de la tempête, l'arrivée d'Aurora à sa porte, la naissance des chatons, les semaines de cohabitation et d'adaptation mutuelle, les leçons de chasse, la construction du cabanon, et finalement,
la menace du puma qui avait tout compliqué. Mike écoutait attentivement, prenant occasionnellement des notes, son regard se portant souvent sur la famille de lynx qui vaquait à ses occupations, comme si la présence d'un deuxième humain n'était qu'un détail mineur dans leur quotidien. « C'est une histoire incroyable », dit-il finalement en refermant son carnet. « En 22 ans de service, je n'ai jamais rien entendu de tel. » Lucas attendit, tendu. Le verdict allait tomber. « Techniquement, reprit Mike, je devrais signaler ceci et faire transférer Aurora et ses petits dans un centre de réhabilitation. Ils y seraient préparés pour un relâché dans la nature, loin de toute influence humaine. » Le cœur de Lucas se serra. C'était exactement ce qu'il redoutait. « Mais, continua le garde forestier, je ne suis pas aveugle. Ce qui se passe ici est exceptionnel. Aurora n'est pas un animal captif. Elle a choisi d'être ici, a choisi de te faire confiance. Et d'après ce que je vois, elle élève parfaitement ses petits selon les standards de son espèce. » Lucas sentit l'espoir renaître. « Alors ?» Mike soupira profondément. « Voilà ce que je propose. Je ne ferai pas de rapport officiel, à une condition. Tu documenteras tout. Chaque interaction, chaque comportement notable, chaque étape du développement des chatons. Ces données pourraient être inestimables pour la recherche sur le comportement des félins sauvages. » « Avec plaisir, » répondit Lucas, soulagé. « J'ai déjà commencé à tenir un journal détaillé. » Et, ajouta Mike en levant un doigt, tu accepteras des visites régulières de ma part pour surveiller la situation. Si à n'importe quel moment je juge que les choses prennent une mauvaise tournure, pour toi ou pour eux, je devrais intervenir. C'est clair ? Lucas acquiesça vigoureusement. Parfaitement clair. Comme pour sceller cet accord, Aurora s'approcha lentement de Mike, le regardant droit dans les yeux. Le garde forestier resta parfaitement immobile, respectant l'espace du félin sauvage. Après un long moment d'évaluation, Aurora fit quelque chose qui stupéfia les deux hommes. Elle s'assit calmement à moins d'1 mètre de Mike, puis ferma lentement les yeux, un geste de confiance suprême dans le langage félin. « Eh bien, » murmura Mike, visiblement ému par ce geste, « on dirait que j'ai passé l'inspection. » Cette nuit-là, après le départ de Mike qui avait transporté le puma endormi dans son véhicule, Lucas resta longtemps éveillé, observant Aurora et ses chatons dormir paisiblement. Le poids qui pesait sur ses épaules s'était considérablement allégé. Non seulement ils avaient éliminé la menace immédiate du puma, mais ils avaient aussi gagné un allié précieux en la personne de Mike. Plus important encore, cette journée avait validé ce que Lucas commençait à soupçonner depuis des semaines. Ce qui se passait entre lui et Aurora transcendait les catégories habituelles des relations homme-animal. Ce n'était ni de la domestication, ni une simple cohabitation pragmatique. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien peut-être, une forme de reconnaissance mutuelle entre deux êtres intelligents qui avaient choisi de faire confiance à l'autre malgré des millénaires d'évolution séparées. Et cette confiance, réalisa Lucas en sombrant finalement dans le sommeil, était peut-être le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Les semaines suivantes établirent une nouvelle normalité dans la vie de Lucas. Fidèle à sa promesse, Mike venait tous les mercredis apportant avec lui divers équipements scientifiques, des caméras à déclenchement automatique, des balances spéciales pour peser les chatons et même un petit dispositif de prise de sang adapté aux félins sauvages. Ce qui avait commencé comme une surveillance officieuse s'était transformé en une véritable étude de terrain. Le directeur régional m'a demandé pourquoi je passais tant de temps dans ce secteur, confia Mike lors d'une de ses visites, alors qu'il aidait Lucas à installer une caméra nocturne près du corridor extérieur. J'ai prétexté une étude sur la répartition territoriale des lynx après l'hiver. Lucas sourit, reconnaissant de la discrétion de son ami. Ce n'est pas entièrement faux. Non, admit Mike, juste incomplet.
Si je mentionnais que j'observe une femelle lynx qui élève ses petits en semi-collaboration avec un photographe ermite, je me retrouverais probablement à remplir des formulaires d'évaluation psychologique. Les chatons avaient maintenant 6 semaines et leur développement s'accélérait de façon spectaculaire. Leur poids avait presque doublé, leurs mouvements étaient devenus plus coordonnés et leur personnalité s'affirmait chaque jour davantage. Mais le changement le plus significatif concernait leur comportement envers la cabane, ou plus précisément, leur relation à cet espace. Aurora avait établi une routine remarquablement précise. Les matins et les soirées se passaient dans la cabane ou dans ses environs immédiats. L'après-midi, en revanche, était consacré aux explorations de plus en plus lointaines dans la forêt avoisinante. Lucas avait observé comment elle guidait ses petits, les encourageant à grimper aux arbres, à traquer de petites proies, à se camoufler dans les sous-bois. Une éducation féline parfaitement naturelle, à un détail près. Chaque soir, invariablement, la petite famille revenait à la cabane. « C'est fascinant », commenta Mike après avoir examiné les dernières vidéos. Elle utilise la cabane comme une base sécurisée mais s'assure que ses petits développent toutes les compétences dont ils auront besoin dans la nature. C'est comme si elle avait créé son propre programme d'apprentissage hybride. Lucas acquiesça, observant par la fenêtre Aurora qui supervisait une séance de chasse miniature où Ash tentait de surprendre un écureuil téméraire. Le plus remarquable, c'est sa capacité à compartimenter. Dans la forêt, elle est entièrement sauvage, alerte, territoriale, pure prédatrice. Puis elle franchit ce seuil. Il désigna la porte de la cabane et s'adapte à un environnement humain sans perdre son essence. Un matin particulièrement ensoleillé, alors que Lucas triait ses photographies sur la table de la cuisine, un bruit inhabituel attira son attention, un miaulement plus fort, plus urgent que d'habitude. Il se précipita à la fenêtre pour voir Aurora revenir précipitamment du sous-bois, tenant quelque chose dans sa gueule. Derrière elle, les 3 chatons bondissaient avec excitation. Lorsqu'Aurora déposa son fardeau devant la porte de la cabane, Lucas comprit. C'était un lièvre, fraîchement tué, son pelage gris-brun encore lustré, le premier gibier rapporté à la maison. Lucas ouvrit lentement la porte, conscient de l'importance du moment. Aurora le regarda fixement, puis poussa légèrement le lièvre dans sa direction avec sa patte avant. Le message était impossible à mal interpréter. « C'est pour moi ?» demanda doucement Lucas, stupéfait par ce geste. Aurora cligna lentement des yeux, ce geste de confiance qu'il avait appris à reconnaître, puis s'écarta légèrement, permettant à ses chatons d'approcher. Les 3 jeunes lynx observaient la scène avec curiosité, visiblement intrigués par cette interaction entre leur mère et l'humain. Lucas s'accroupit et, avec une révérence presque cérémonielle, accepta le cadeau. « Merci », dit-il simplement, sachant que le ton de sa voix transmettrait sa gratitude mieux que les mots. Ce soir-là, Lucas prépara le lièvre selon une recette traditionnelle de ragoût qu'il tenait de son grand-père. Une fois le plat cuit, il en servit une portion pour lui-même et disposa le reste dans plusieurs assiettes qu'il plaça sur le sol de la cabane. Aurora et ses petits observèrent cette préparation avec attention, humant l'air rempli d'arômes nouveaux. À la surprise de Lucas, Aurora fut la première à approcher, reniflant prudemment le ragoût avant d'en prendre une petite bouchée. Les chatons, enhardis par l'exemple de leur mère, s'approchèrent à leur tour. Ce repas partagé, fruit de la chasse d'Aurora et de la cuisine de Lucas, revêtait une signification qui dépassait largement la simple alimentation. C'était un acte de communauté, peut-être même de famille. « Tu ne vas jamais me croire », dit Lucas à Mike le lendemain, après lui avoir montré la vidéo de l'événement capturé par une des caméras intérieures. Le garde forestier secouait la tête, visiblement bouleversé par ce qu'il venait de voir. « Je n'ai pas les mots.
Ce comportement va à l'encontre de tout ce que nous pensions savoir sur les lynx sauvages. Offrir de la nourriture à un humain, participer à un repas préparé, c'est sans précédent. Qu'est-ce que ça signifie selon toi? Demanda Lucas. Mike réfléchit longuement avant de répondre. Les félins sauvages ne partagent généralement leur nourriture qu'avec leurs petits ou parfois avec un partenaire reproducteur. En t'incluant dans ce cercle, il hésita, cherchant les mots justes. Aurora t'a essentiellement désigné comme membre de sa famille élargie. Cette idée, à la fois troublante et profondément émouvante, resta avec Lucas longtemps après le départ de Mike. Il observait Aurora avec un regard neuf, se demandant jusqu'où irait cette connexion improbable. Le printemps s'épanouissait pleinement maintenant, transformant la forêt en un paysage luxuriant de verts tendres et de fleurs sauvages. Les chatons, enhardis par la météo clémente et leur capacité croissante, exploraient des territoires toujours plus vastes sous la supervision vigilante de leur mère. Lucas les suivait parfois à distance respectable, documentant leurs progrès en photographie et en vidéo. Un après-midi, alors qu'ils suivaient leur piste dans une zone particulièrement dense de la forêt, Lucas entendit un bruit qui lui glaça le sang, un aboiement de chien, suivi de voix humaines. Des randonneurs, probablement, qui s'étaient aventurés plus loin que d'habitude sur les sentiers de montagne. La première pensée de Lucas fut pour Aurora et ses petits. Si le chien les repérait, l'instinct maternel de la lynx pourrait la pousser à attaquer pour défendre sa progéniture, une confrontation qui se terminerait probablement mal pour toutes les parties impliquées. Se déplaçant aussi silencieusement que possible, Lucas tenta de localiser les intrus avant qu'ils ne s'approchent trop de la zone où il avait vu les lynx pour la dernière fois. Il repéra bientôt un couple d'une 50aine d'années, accompagné d'un labrador noir qui tirait sur sa laisse, visiblement excité par les nombreuses odeurs de la forêt. « Bonjour », lança Lucas en s'approchant, s'efforçant de paraître détendu. « Belle journée pour une randonnée. » Le couple sursauta, surpris par son apparition soudaine. « Oh, bonjour », répondit la femme, rajustant son chapeau de randonnée. « Nous ne pensions pas croiser quelqu'un si loin des sentiers balisés. »« Je suis photographe animalier », expliqua Lucas, montrant l'appareil photo qui pendait à son cou. « Je travaille dans le coin depuis quelques mois. » L'homme hocha la tête avec intérêt. « Vous avez eu de la chance ? Cette région est réputée pour sa faune, n'est-ce pas ?» Lucas sourit, pensant à Aurora et ses petits. « On peut dire ça. Mais je dois vous prévenir, il y a une femelle lynx avec des chatons dans les parages. Elle n'est pas agressive, mais si votre chien s'approche trop. » Le couple échangea un regard inquiet, puis l'homme tira sur la laisse pour rapprocher le labrador. « Merci pour l'avertissement. Nous ferions mieux de rebrousser chemin peut-être. »« Je peux vous suggérer un autre sentier, » proposa Lucas, soulagé de leur réaction. « Il y a une vue magnifique sur la vallée à environ 1 kilomètre à l'est d'ici. » Après avoir guidé le couple dans une direction qui les éloignait du territoire des lynx, Lucas retourna rapidement à sa recherche. Il trouva Aurora et les chatons dans une petite clairière, apparemment inconscients du danger qui avait rôdé si près. La lynx leva la tête à son approche, ses oreilles pivotant dans sa direction, mais ne montra aucun signe d'alarme. « Tout va bien », murmura Lucas, plus pour lui-même que pour Aurora. Ils sont partis. Cette nuit-là, alors que la petite famille était confortablement installée dans la cabane, Lucas réfléchissait aux implications de la rencontre avec les randonneurs. Jusqu'à présent, Aurora et ses petits avaient évolué dans un environnement relativement isolé. Mais avec l'arrivée des beaux jours, les humains seraient plus nombreux dans la région. Comment protéger cette extraordinaire expérience des regards extérieurs, des interférences potentielles? Plus encore, comment préparer les chatons à un monde où tous les humains ne seraient pas aussi bienveillants que lui et Mike? Car Lucas n'avait aucune illusion. L'objectif final, malgré l'attachement qu'il ressentait,
restait le retour complet d'Aurora et de ses petits à la vie sauvage. Un jour, ils devraient être capables de survivre indépendamment, de naviguer dans un monde où les humains représentaient souvent la plus grande menace pour leur espèce. Cette réalisation, bien que douloureuse, renforçait sa détermination à documenter chaque aspect de cette cohabitation unique. Si Aurora lui avait accordé sa confiance, lui avait permis d'entrer dans son monde, la moindre des choses était d'honorer cette confiance en s'assurant que son histoire, leur histoire, contribuerait à une meilleure compréhension et protection de ces magnifiques créatures. Le temps semblait s'accélérer à mesure que les chatons grandissaient. À 2 mois, ils étaient devenus de véritables petits prédateurs en formation. Leur jeu, autrefois maladroit et innocent, avait évolué en véritable séance d'entraînement où chaque mouvement perfectionnait une technique de chasse. Lucas passait des heures à les observer, son appareil photo capturant des moments que peu de naturalistes avaient eu le privilège de documenter. « Regarde, Amber », murmura-t-il à Mike lors d'une de ses visites hebdomadaires. À travers les jumelles, ils observaient la clairière où Aurora supervisait une leçon de chasse particulièrement intensive. Amber, la plus méthodique des trois, s'était aplatie contre le sol, son petit corps parfaitement immobile, malgré l'excitation évidente qui brillait dans ses yeux. À quelques mètres devant elle, un écureuil fouillait le sol, inconscient du danger qui le guettait. Avec une patience remarquable pour un si jeune félin, Amber attendit que sa proie lui tourne le dos, puis bondit dans un mouvement si fluide qu'elle semblait voler au-dessus des herbes hautes. « Impressionnant », souffla Mike lorsque la jeune lynx saisit l'écureuil d'un coup de patte précis. Sa technique est presque parfaite. Aurora observait attentivement, intervenant seulement lorsque l'écureuil, encore vivant, tenta de s'échapper. D'un mouvement rapide, elle démontra à sa fille comment porter le coup de grâce avec efficacité et sans cruauté inutile. « C'est fascinant », nota Lucas. Elles n'interfèrent jamais avec leurs essais et erreurs, mais s'assurent qu'ils apprennent les méthodes les plus efficaces. Mike acquiesça, prenant des notes dans son carnet de terrain. Une pédagogie féline parfaitement adaptée. Ces observations pourraient révolutionner notre compréhension de la transmission des comportements chez les prédateurs sauvages. À distance, Ash et Frost attendirent leur tour, observant leur sœur avec une attention soutenue. Chacun avait développé son propre style de chasse. Ash privilégiait l'approche directe et rapide, compensant son manque de discrétion par une vitesse fulgurante. Frost excellait dans l'art du camouflage, capable de se fondre dans les ombres jusqu'à devenir presque invisible. De retour à la cabane ce soir-là, Lucas constata un autre changement significatif. Pour la première fois, Aurora permit à ses chatons de dormir légèrement à l'écart d'elle, chacun choisissant son propre espace dans le coin qui leur était réservé. C'était un petit pas vers l'indépendance, mais lourd de signification. « Tu les prépares ?» murmura Lucas en regardant Aurora qui, bien qu'apparemment détendue, gardait un œil vigilant sur ses petits. « Tu sais qu'ils devront bientôt voler de leurs propres ailes. » Le printemps cédait maintenant la place à un été précoce, apportant avec lui de nouveaux défis. La chaleur rendait les chatons plus léthargiques pendant la journée, les poussant à adopter un rythme plus nocturne. Lucas adapta ses horaires en conséquence, se couchant à l'aube et se levant en fin d'après-midi pour synchroniser son cycle avec celui de ses compagnons félins. Un soir, alors que le soleil commençait tout juste à décliner derrière les montagnes, Lucas fut réveillé par un bruit inhabituel à l'extérieur de la cabane, non pas le son familier des pattes d'Aurora sur le porche, mais quelque chose de plus lourd, de plus délibéré, humain. Se redressant rapidement, il jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut un véhicule qu'il ne reconnaissait pas garé près de son pick-up. La porte s'ouvrit, révélant une silhouette familière. « Sarah », murmura-t-il, surpris de voir sa sœur cadette s'approcher de la cabane. Aurora et les chatons étaient sortis pour leur chasse du soir, à peine une demi-heure plus tôt. Avec un peu de chance,
Il resterait dans la forêt suffisamment longtemps pour que Lucas puisse gérer cette visite inattendue. « Lucas !» s'exclama Sarah lorsqu'il ouvrit la porte. « Surprise, j'ai décidé de faire un détour sur la route de Denver. » Il l'enlaça maladroitement, partagé entre le plaisir de voir sa sœur et l'anxiété que sa présence provoquait dans ces circonstances particulières. « Tu aurais dû appeler, » dit-il, jetant un regard nerveux vers la lisière de la forêt. Sarah haussa les épaules en entrant dans la cabane. « J'ai essayé, mais tu ne réponds jamais à ton téléphone. C'est nouveau, cette installation ?» demanda-t-elle en remarquant les caméras discrètement placées dans différents coins de la pièce. Lucas improvisa rapidement. « Un projet sur les habitudes nocturnes des petits mammifères. Rien de très excitant. » Sarah semblait sceptique mais n'insista pas, préférant inspecter la cabane qu'elle n'avait pas visitée depuis près d'1 an. Elle remarqua immédiatement les changements, le matelas dans le coin, les petites assiettes au sol, les poils roux qui parsemaient certains meubles malgré les efforts de Lucas pour maintenir l'endroit propre. « Tu as un animal de compagnie ?» demanda-t-elle finalement, ramassant une touffe de poils sur le canapé. Lucas hésita, cherchant une explication plausible. « Un chat errant vient parfois me rendre visite. Je lui donne à manger de temps en temps. »« Un chat ?» répéta Sarah, examinant les poils. « Ces poils sont bien trop épais pour un chat domestique, Lucas. » Sa sœur avait toujours été perspicace, trop, parfois. Biologiste marine de formation, elle avait l'œil pour les détails qui ne correspondaient pas aux explications faciles. « Écoute, Sarah, » commença-t-il, mais il fut interrompu par un bruit sur le porche. Le temps sembla se figer, alors qu'Aurora apparaissait dans l'encadrement de la porte que Sarah avait laissée entr'ouverte. La lynx s'arrêta net en apercevant l'étrangère, son corps instantanément tendu, prêt à fuir ou à attaquer selon la menace perçue. « Oh mon Dieu !» souffla Sarah, immobile de stupeur. Lucas se plaça instinctivement entre sa sœur et la lynx. « Ne bouge pas, dit-il calmement. Tout va bien, Aurora. C'est Sarah, ma sœur. » Le nom sembla avoir un effet apaisant sur la lynx qui, bien que toujours méfiante, relâcha légèrement sa posture défensive. Derrière elle, les 3 chatons s'étaient figés à la lisière de la forêt, alertés par la tension soudaine de leur mère. « Aurora ?» répéta Sarah, incrédule. « Tu as donné un nom à un lynx sauvage? Et elle répond à ton appel ?» Lucas prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé, plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité. « C'est une longue histoire, Sarah. Une histoire assez incroyable, en fait. » Les minutes qui suivirent furent surréalistes. Avec des mouvements lents et une voix douce, Lucas parvint à rassurer suffisamment Aurora pour qu'elle accepte la présence de Sarah, bien qu'elle maintint une distance prudente. Les chatons, plus curieux que craintifs, s'approchèrent progressivement, reniflant l'air dans la direction de cette nouvelle humaine. Assise sur une chaise de la cuisine, Sarah écoutait le récit de Lucas, son expression passant de l'incrédulité à l'émerveillement à mesure qu'il détaillait les événements des derniers mois. Biologiste elle-même, elle comprenait mieux que la plupart l'exceptionnalité de la situation. « Je n'ai pas les mots, » dit-elle finalement. « Tu réalises ce que cela signifie, n'est-ce pas? Ces observations pourraient transformer notre compréhension du comportement félin. » Lucas acquiesça. Mike, le garde forestier, dit la même chose. « Nous documentons tout, mais avec prudence. Si cette histoire devenait publique, le cirque médiatique serait insupportable, » compléta Sarah, sans parler des implications légales. Les services de la faune pourraient accuser de détention illégale d'animaux sauvages. Exactement. C'est pourquoi nous gardons cela entre nous pour l'instant. Mike fait officiellement une étude sur les comportements territoriaux des lynx, ce qui explique ses visites régulières. Sarah observa Aurora, qui s'était finalement installée dans son coin habituel, les chatons jouant prudemment à proximité. Ils ont l'air en parfaite santé, et leur comportement, c'est remarquable,
Ils ne sont ni sauvages, ni domestiques. Ils existent dans une sorte d'entre-deux que je n'aurais jamais cru possible. C'est temporaire, précisa Lucas, ressentant le besoin de clarifier ses intentions. L'objectif a toujours été leur retour complet à la vie sauvage. Aurora s'occupe parfaitement de leur éducation de prédateurs. Mon rôle, je ne sais pas exactement quel est mon rôle, à vrai dire. Sarah sourit doucement. Tu es leur protecteur, leur allié, une figure de confiance dans un monde où les humains sont généralement une menace pour leur espèce. Elle hésita avant d'ajouter « Tu réalises que tu devras les laisser partir, n'est-ce pas ?» Lucas détourna le regard, fixant Aurora qui, comme si elle comprenait la conversation, le regardait avec ses yeux ambrés perçants. « Je le sais. Je l'ai toujours su. » Cette nuit-là, Sarah dormit dans la chambre d'amis, tandis que Lucas resta éveillé, assis sur le porche de la cabane. Aurora vint le rejoindre, s'installant silencieusement à ses côtés dans cette proximité confortable qu'ils avaient développée au fil des mois. « Les choses vont changer », murmura-t-il, sachant qu'elle ne comprenait pas ces mots, mais ressentait peut-être l'émotion qui les portait. « Mais nous ferons ce qui est juste pour eux. » Sous le ciel étoilé du Montana, l'homme et la lynx restèrent ainsi, unis dans une compréhension silencieuse qui transcendait les barrières entre leurs espèces. À l'horizon, l'aube d'un nouveau chapitre se dessinait doucement, un chapitre où les leçons apprises dans cette cabane isolée pourraient peut-être, un jour, aider à redéfinir la relation entre humains et animaux sauvages. La visite de Sarah, initialement prévue pour une seule nuit, s'étendit sur une semaine entière. Biologiste passionnée, elle ne pouvait résister à l'opportunité d'observer ce phénomène unique. Avec l'approbation silencieuse d'Aurora qui avait rapidement accepté cette nouvelle présence humaine, Sarah s'intégra dans la routine établie, apportant son expertise scientifique et un regard neuf sur la situation. La socialisation des chatons est fascinante, nota-t-elle un soir, alors qu'ils observaient les trois jeunes lynx interagir avec leur environnement. Ils font clairement la distinction entre les humains qu'ils connaissent, toi et moi, et les étrangers. Plus tôt dans la journée, Mike était passé pour sa visite hebdomadaire, accompagné cette fois d'un assistant, un jeune stagiaire du service forestier. Si les chatons s'étaient montrés curieux mais détendus en présence de Mike, qu'ils connaissaient bien maintenant, ils étaient restés à distance du nouveau venu, se cachant partiellement derrière les meubles tout en l'observant avec méfiance. « C'est exactement ce que j'espérais, » admit Lucas. « Ils ne doivent pas perdre leur méfiance naturelle envers les humains en général. C'est essentiel pour leur survie future. » À 3 mois, les chatons avaient atteint une taille impressionnante, presque la moitié de celle d'Aurora. Leur pelage s'était enrichi, développant ces taches caractéristiques qui permettraient leur camouflage parfait dans la forêt. Leurs compétences de chasse s'affinaient de jour en jour, au point qu'ils commençaient occasionnellement à attraper de petites proies sans l'aide de leur mère. Un matin, Sarah remarqua quelque chose d'important. « Regarde !» chuchota-t-elle en désignant Frost qui venait de capturer une souris. Au lieu de la rapporter à Aurora comme il l'aurait fait quelques semaines plus tôt, le jeune lynx s'éloigna légèrement, consommant sa prise en solitaire. « La première chasse autonome », murmura Lucas, reconnaissant l'importance du moment. « Le début de l'indépendance. » Sarah acquiesça. « Si mes calculs sont exacts, nous approchons du moment où, dans la nature, une mère lynx commencerait à encourager ses petits à explorer le territoire par eux-mêmes. » Lucas sentit une pointe d'anxiété à cette idée. Il savait que ce jour viendrait, l'avait toujours su, mais le voir se profiler concrètement était différent. Ces mois de cohabitation avaient créé des liens qu'il n'avait pas anticipés, pas seulement avec Aurora, mais avec chacun des chatons, dont il connaissait maintenant les personnalités distinctes, les habitudes, les préférences. « Tu penses à quand ?» demanda-t-il, sa voix légèrement plus tendue qu'il ne l'aurait voulu. «
Dans la nature, la séparation commence généralement vers l'âge de 6 mois, parfois plus tôt. Mais c'est progressif. Les jeunes restent souvent dans le territoire de leur mère pendant un certain temps, devenant de plus en plus indépendants. Cette conversation fut interrompue par l'arrivée de Mike, qui apportait un équipement spécial, de petits colliers émetteurs, spécialement conçus pour suivre les déplacements des félins sauvages sans entraver leurs mouvements. Si nous voulons documenter leur transition vers l'indépendance complète, nous aurons besoin de pouvoir les localiser, expliqua-t-il en déposant le matériel sur la table. Ces dispositifs sont les plus légers disponibles, presque indétectables pour eux après quelques heures d'adaptation. L'idée de marquer les chatons provoqua un débat animé. Lucas était réticent, craignant que ces colliers ne compromettent leur capacité à chasser ou à se déplacer silencieusement. Sarah défendait l'approche scientifique, soulignant l'importance des données pour la recherche future. Mike, quant à lui, proposait un compromis. Nous pourrions ne marquer que 2 des 3 chatons. Ainsi, nous aurions des données comparatives tout en minimisant l'intervention. La décision fut finalement prise de poser des colliers sur Ash et Amber, laissant Frost, le plus petit et le plus discret des 3, libre de tout dispositif. Restait la question de comment procéder. Les anesthésiés étaient risqués et traumatisants. Les piéger semblait une trahison de la confiance établie. La solution vint d'Aurora elle-même. Comme si elle avait compris les hésitations des humains, elle commença à amener ses petits un par un dans la cabane, les maintenant calmes pendant de longues périodes, alors qu'ils se reposaient près du poêle. Mike saisit cette opportunité, travaillant avec une dextérité impressionnante pour poser les colliers légers pendant que les chatons somnolaient, rassurés par la présence tranquille de leur mère. « C'est incroyable », murmura Sarah, après que les 2 colliers furent installés sans le moindre incident. Elle nous a littéralement facilité la tâche, comme si elle comprenait nos intentions. Lucas, observant Aurora qui léchait doucement le cou d'Amber autour du nouveau collier, se demanda jusqu'où allait réellement cette compréhension. Ces mois de cohabitation avaient brouillé tellement de frontières qu'il n'était plus certain de ce qui relevait de l'instinct animal et ce qui pourrait être une forme d'intelligence plus profonde, plus adaptative qu'on ne l'imaginait. Les jours suivants confirmèrent que les colliers ne gênaient pas les jeunes lynx qui s'y habituèrent rapidement. Les données commencèrent à affluer, révélant des schémas de déplacement fascinants. Les chatons s'aventuraient chaque jour un peu plus loin, explorant des territoires toujours plus vastes autour de la cabane, mais revenant invariablement à leur base le soir. Un matin, cependant, un changement notable se produisit. Les relevés GPS montraient qu'Ash avait passé la nuit entière dans la forêt, à plus d'1 kilomètre de la cabane. Aurora était revenue avec seulement Amber et Frost, et si elle semblait parfaitement calme, Lucas ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. « C'est normal », le rassura Sarah en examinant les données. « Le signal est stable, il se déplace correctement. Il est probablement en train d'explorer un territoire potentiel. » Pourtant, lorsqu'une 2e nuit passa sans qu'Ash ne revienne, même Mike commença à montrer des signes d'inquiétude. « Je propose que nous allions vérifier », suggéra-t-il en préparant son équipement de terrain. « Sans interférer, juste pour nous assurer qu'il va bien. » La petite expédition, Lucas, Sarah et Mike, suivit le signal du collier à travers la forêt dense, s'enfonçant dans une zone que Lucas connaissait peu. Le terrain devenait plus escarpé, parsemé d'affleurements rocheux qui offraient d'excellents points d'observation pour un prédateur en devenir. « Il est tout près », chuchota Mike, consultant son récepteur portable, « à moins de 100 mètres. » Ils progressèrent avec une extrême prudence, conscients que déranger un jeune prédateur dans sa première exploration indépendante pourrait avoir des conséquences négatives sur son développement. À travers ses jumelles, Lucas scruta les rochers au-dessus d'eux et soudain, il le vit. Ash était perché sur un promontoire rocheux, sa silhouette élancée se détachant contre le ciel bleu. À côté de lui, à la stupéfaction des 3 observateurs,
se trouvait un autre jeune lynx légèrement plus grand, au pelage plus sombre. « Il a trouvé un compagnon », souffla Sarah, émerveillée. Un autre juvénile, probablement du même âge. Mike ajusta ses jumelles, étudiant attentivement la scène. « C'est une femelle, je pense, probablement issue d'une portée née à peu près au même moment qu'eux. » Lucas observait, le cœur serré par un mélange de fierté et de mélancolie. Ash, le plus aventureux des trois, avait franchi une étape cruciale. Non seulement il avait passé ses premières nuits loin de sa mère et de ses frères et sœurs, mais il avait également établi un contact avec un autre membre de son espèce. C'était exactement ce que Lucas avait espéré, et pourtant, la réalité de cette séparation naissante était plus difficile à accepter qu'il ne l'avait imaginé. « Nous devrions partir », murmura-t-il finalement, s'arrachant à la contemplation de ce tableau saisissant. Il vit sa vie maintenant. Sur le chemin du retour, une surprise les attendait. Aurora, qui avait visiblement suivi leur piste, les attendait à mi-chemin, assise calmement sur un tronc renversé. Ses yeux ambrés fixèrent Lucas avec une intensité qui le figea sur place. « Elle savait », dit-il doucement. « Elle savait où était Ash et qu'il était en sécurité. » Mike acquiesça lentement. « Et elle a choisi de nous laisser le découvrir par nous-mêmes plutôt que de nous y conduire. » Cette réalisation, simple mais profonde, souligna une fois de plus l'extraordinaire complexité de la relation qui s'était développée. Aurora n'était pas simplement un animal sauvage qui avait accepté la présence humaine par nécessité ou opportunisme. Elle était devenue, à sa manière féline, une partenaire dans cette aventure partagée, comprenant peut-être mieux que Lucas lui-même les étapes nécessaires vers l'indépendance de ses petits. De retour à la cabane, Lucas s'assit sur le porche, regardant le soleil descendre lentement derrière les montagnes. Aurora vint s'installer près de lui, sa présence apportant ce réconfort silencieux auquel il s'était habitué. « C'est comme ça que ça va se passer, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. Un par un, ils vont trouver leur propre chemin. Aurora cligna lentement des yeux, ce geste que Lucas avait appris à interpréter comme une forme d'acquiescement. Dans ce regard échangé sous le ciel rougeoyant du Montana, homme et animal semblaient partager une compréhension profonde des cycles naturels de l'attachement et de la séparation. Cette danse éternelle qui définit toutes les relations, qu'elles soient humaines ou animales. L'été battait son plein dans les montagnes du Montana. La forêt vibrait d'une vie exubérante, offrant aux jeunes lynx un terrain d'apprentissage idéal. Après l'escapade d'Ash, un nouveau rythme s'était établi. Les chatons, maintenant âgés de près de 4 mois, passaient de plus en plus de temps loin de la cabane. Certains jours, ils ne rentraient pas du tout, restant dans la forêt où Aurora leur avait vraisemblablement préparé plusieurs abris alternatifs. C'est exactement ce qui se passerait dans la nature, expliqua Sarah, qui avait prolongé son séjour pour documenter cette transition fascinante. La mer élargit progressivement leur territoire, les encourage à explorer, tout en maintenant un point de rencontre sécurisé. Lucas acquiesça, s'efforçant d'adopter cette perspective scientifique détachée. Mais au fond de lui, chaque absence prolongée des chatons creusait un petit vide qu'il ne pouvait ignorer. Ces créatures sauvages, qu'il avait vues naître et grandir, avaient pris une place dans sa vie qu'aucun humain n'aurait pu prédire. Les données des colliers montrent qu'ils explorent maintenant un territoire de près de 20 km², nota Mike en déployant une carte sur la table de la cuisine. C'est impressionnant pour leur âge. Des points colorés sur la carte indiquaient les déplacements d'Ash et d'Amber. Frost, bien que non équipé d'un collier, était généralement repéré avec sa sœur, les deux formant un duo efficace de chasse. « Et Aurora ?» demanda Lucas. Mike pointa un secteur spécifique de la carte. Elle concentre ses mouvements dans cette zone depuis quelques jours. C'est un comportement intéressant. Elle semble délibérément s'éloigner des territoires que les chatons explorent.
Elle les encourage à devenir indépendants, murmura Sarah. En réduisant sa présence dans leur zone de chasse, elle les pousse à développer leur propre stratégie. Cette explication était parfaitement logique d'un point de vue biologique, mais Lucas ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait quelque chose de plus profond à l'œuvre. Aurora avait démontré à maintes reprises une intelligence et une compréhension qui défiaient les catégories simples. Était-il possible qu'elle ressente, à sa manière féline, le même mélange complexe d'émotions que lui face à cette séparation inévitable? Un matin, alors que Lucas préparait son café, un mouvement sur le porche attira son attention. Aurora se tenait là, seule, son regard fixé sur lui à travers la vitre. Quand il ouvrit la porte, elle entra avec cette grâce fluide qui avait toujours fasciné Lucas, mais quelque chose dans son comportement était différent, plus délibéré, presque, cérémoniel. Dans sa gueule, elle portait quelque chose qu'elle déposa délicatement aux pieds de Lucas. Il s'accroupit pour examiner l'objet et sentit sa gorge se serrer d'émotion. C'était une petite plume bleue de jais, parfaitement préservée, posée sur une touffe de mousse verte comme un minuscule coussin naturel. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Aurora. La lynx le regarda fixement, puis tourna son attention vers la fenêtre, vers la forêt au-delà. Lucas comprit soudain, c'était un message, un adieu peut-être, ou une promesse. Quelque chose de profondément significatif dans un langage qu'il ne pouvait que partiellement déchiffrer. Quand Sarah et Mike arrivèrent plus tard ce jour-là, Lucas leur montra la plume, désormais soigneusement conservée dans une petite boîte en bois. Les félins sauvages apportent parfois des objets à leurs petits comme outil d'apprentissage, nota Sarah, mais ce comportement, offrir un objet non comestible, délibérément présenté, c'est sans précédent, compléta Mike, visiblement ému malgré son professionnalisme habituel, du moins dans la littérature scientifique. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Aurora ne revint pas à la cabane. Les données GPS confirmèrent qu'elle restait dans la forêt, tout comme les 3 chatons, désormais dispersés dans différentes zones du territoire. « C'est le moment », dit doucement Sarah, en posant une main réconfortante sur l'épaule de son frère. « Ils sont prêts. » Lucas acquiesça silencieusement, fixant la forêt obscure à travers la fenêtre. Il savait qu'elle avait raison. Les chatons étaient devenus de véritables prédateurs, capables de chasser efficacement, de se protéger des dangers, d'établir leur propre territoire. Ce qu'il avait observé ces derniers mois, ce privilège extraordinaire d'assister à leur développement, touchait à sa fin naturelle. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'espérer un dernier moment, une dernière visite. 3 jours passèrent sans aucun signe des lynx. Mike venait quotidiennement, vérifiant les données des colliers qui montraient des déplacements normaux et sains. Ash semblait avoir établi un territoire distinct au nord-est, souvent en compagnie de la jeune femelle qu'ils avaient aperçue. Humber et Frost chassaient ensemble dans les zones occidentales, exploitant efficacement leur complémentarité, Humber pour la force, Frost pour la discrétion. Quant à Aurora, elle se déplaçait entre ces territoires, comme une gardienne silencieuse, veillant de loin sur ses petits désormais presque adultes. « C'est fascinant », commenta Mike en examinant les schémas de déplacement. Elle ne chasse pas avec eux, mais reste suffisamment proche pour intervenir si nécessaire. C'est un équilibre parfait entre protection et encouragement à l'indépendance. Le 4e jour, alors que Lucas avait presque accepté que la séparation était définitive, un orage violent s'abattit sur les montagnes. La pluie tombait en trombes, transformant les sentiers en torrents boueux, tandis que le tonnerre résonnait entre les sommets, avec une violence qui faisait trembler les vitres de la cabane. « J'espère qu'ils ont trouvé un abri », murmura Lucas, observant la tempête depuis son porche couvert. Sarah, qui préparait ses affaires pour son départ prévu le lendemain, le rejoignit. Ils savent comment se protéger. Aurora leur a tout appris.
Juste avant minuit, alors que la tempête atteignait son paroxysme, un bruit familier se fit entendre à la porte. Ce grattement léger que Lucas n'avait pas entendu depuis cette nuit de février où tout avait commencé. Le cœur battant, il ouvrit la porte pour découvrir Aurora, trempée mais majestueuse, accompagnée de ses 3 chatons qui avaient manifestement traversé l'orage pour revenir à ce premier refuge. « Ils sont revenus », souffla Sarah, aussi émue que son frère par ce retour inattendu. Les 4 lynx entrèrent calmement, se dirigeant naturellement vers leur coin près du poêle, où Lucas, par habitude ou espoir, avait maintenu le matelas et les couvertures. Ils s'y installèrent, se secouant pour éliminer l'eau de leur fourrure avant de se blottir ensemble comme ils le faisaient lorsque les chatons étaient encore tout petits. Mais il y avait une différence notable. Les chatons n'étaient plus ces créatures vulnérables et dépendantes. Ils étaient désormais presque aussi grands qu'Aurora, leur corps élancé témoignant de leur transformation en prédateurs accomplis. Leurs regards, lorsqu'ils se tournèrent vers Lucas, n'étaient plus ceux de nouveau-nés curieux, mais d'adultes conscients qui avaient choisi de revenir, une dernière fois peut-être, vers cet humain qui avait partagé les premiers mois de leur existence. « Je crois qu'ils sont venus dire au revoir », murmura Sarah, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Lucas s'approcha lentement, s'agenouillant à distance respectueuse de la famille féline. « Merci », dit-il simplement, sa voix chargée d'émotion. « Merci de m'avoir laissé faire partie de votre vie. » Aurora le regarda longuement, ses yeux ambrés semblant contenir une sagesse ancienne que Lucas ne pourrait jamais pleinement comprendre. Puis, dans un geste qui resterait gravé dans sa mémoire pour toujours, elle s'approcha et pressa brièvement sa tête contre la main de Lucas. Un contact délibéré, un choix conscient de connexion. Cette nuit-là, Lucas dormit dans son fauteuil près de la famille de lynx, savourant ses dernières heures de présence partagée. À l'aube, lorsqu'il s'éveilla, il sut avant même d'ouvrir les yeux qu'ils étaient partis. Le coin près du poêle était vide, ne laissant comme trace de leur passage que quelques poils roux sur les couvertures et des empreintes humides sur le plancher en bois. Sarah le trouva sur le porche, observant la forêt qui s'éveillait sous un ciel lavé par l'orage de la veille. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Lucas hocha la tête, surpris de constater qu'ils se sentaient effectivement en paix. Ils ont leur vie à vivre maintenant, leur vraie vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il sourit légèrement, son regard toujours fixé sur la ligne d'arbres où il avait vu Aurora disparaître avec ses petits cette première fois, des semaines plus tôt. Continuer mon travail, documenter tout ce que nous avons appris, et peut-être attendre. Attendre? Aurora connaît le chemin vers cette cabane maintenant, dit-il simplement. Et quelque chose me dit que notre histoire n'est pas tout à fait terminée. Alors que le soleil montait dans le ciel, baignant la forêt d'une lumière dorée, Lucas sentit une certitude tranquille s'installer en lui. Ce qui s'était passé ces derniers mois n'était pas simplement une anomalie scientifique ou une curiosité biologique. C'était une leçon, peut-être même un cadeau, une fenêtre ouverte sur les possibilités insoupçonnées de connexion entre espèces que la science commençait à peine à explorer. Et si cette porte s'était refermée pour l'instant, les traces qu'elle avait laissées dans sa vie, et il l'espérait dans celle d'Aurora, demeureraient à jamais. 1 an s'était écoulé depuis le départ d'Aurora et de ses chatons. Les saisons avaient défilé sur les montagnes du Montana. L'été flamboyant avait cédé la place à un automne doré, puis à un hiver rigoureux, avant que le cycle ne recommence avec un printemps timide qui verdissait maintenant les pentes. La cabane de Lucas avait changé, tout comme son occupant. Une petite extension avait été construite abritant un laboratoire rudimentaire où il passait de longues heures à analyser les données recueillies pendant ces mois extraordinaires. Les murs étaient désormais tapissés de photographies encadrées,
des instantanés précieux capturant les moments clés du développement des chatons, leur apprentissage, leur jeu, leur transformation progressive en prédateurs accomplis. Dans un coin, protégé par une vitrine spéciale, trônait la petite plume bleue qu'Aurora lui avait offerte, son dernier cadeau, devenu pour Lucas un talisman, un rappel tangible que tout cela n'avait pas été un rêve. « L'article est accepté », annonça Mike en entrant dans la cabane, agitant une lettre officielle. Ils l'ont qualifié de « contribution révolutionnaire à l'éthologie des félins sauvages ». Lucas sourit, acceptant la lettre avec une satisfaction tranquille. L'article, rédigé conjointement avec Mike, Sarah et 2 chercheurs en comportement animal de l'Université du Montana, résumait leurs observations sans révéler l'entière vérité. Ils avaient présenté l'histoire comme une étude de terrain classique omettant délibérément la cohabitation au sein de la cabane, la relation unique qui s'était développée. Ces détails plus personnels, ils les avaient préservés, les gardant pour un livre que Lucas écrivait lentement, page après page, dans les heures silencieuses de la nuit. « Et les données des colliers ?» demanda Lucas, servant une tasse de café à son ami qui était devenu un visiteur régulier. « Toujours active pour Humber », répondit Mike en dépliant une carte sur la table. « Elle se maintient dans ce territoire à l'ouest, environ 7 km², très stable, très saine. Le collier d'Ash a cessé d'émettre il y a 2 mois, mais les dernières localisations montraient qu'il s'était établi plus au nord, probablement avec cette jeune femelle. » Lucas hocha la tête, se sentant étrangement rassuré. La disparition du signal n'était pas nécessairement préoccupante. Les colliers avaient une durée de vie limitée et les lynx pouvaient s'en débarrasser. L'important était que, jusqu'aux dernières données reçues, les jeunes félins avaient démontré tous les comportements d'animaux sauvages parfaitement adaptés à leur environnement. « Et Aurora ?» demanda-t-il, posant la question qui n'avait jamais quitté son esprit. Mike secoua la tête. « Aucune observation confirmée. Quelques témoignages de randonneurs qui pourraient correspondre, mais rien de concluant. » Lucas acquiesça, s'efforçant de ne pas laisser transparaître sa déception. C'était mieux ainsi, se répétait-il. Aurora était retournée à sa vie sauvage, comme il l'avait toujours souhaité, comme il l'avait toujours su nécessaire. Le livre qu'il écrivait, Frontières brouillées, 1 année avec les lynx, était devenu son projet principal. Plus qu'un simple récit scientifique, c'était une exploration profonde des limites supposées entre humains et animaux sauvages, un témoignage sur la possibilité de connexion transcendant les barrières des espèces. Le manuscrit avait déjà suscité l'intérêt de plusieurs éditeurs, mais Lucas prenait son temps, soucieux de trouver les mots justes pour honorer cette expérience, sans la romancer indûment. « Tu sais, » dit Mike en sirotant son café, « ce que nous avons documenté pourrait changer des choses, pas seulement dans la science, mais dans notre approche de la conservation. » Lucas leva un sourcil interrogateur. « Pendant des décennies, nous avons basé nos stratégies de conservation sur l'idée que les animaux sauvages doivent rester complètement séparés des humains pour conserver leur essence. Mais Aurora et ses petits ont démontré quelque chose de différent, que certaines espèces, dans certaines circonstances, peuvent naviguer entre ces mondes sans perdre leur nature profonde. » C'était exactement ce que Lucas avait ressenti, sans pouvoir le formuler aussi clairement. Aurora n'était jamais devenue domestique au sens traditionnel. Elle était restée entièrement lynx, prédateur, sauvage, autonome, tout en établissant une relation complexe avec un être humain. Non pas une relation de dépendance ou de domination, mais quelque chose de plus subtil, plus équilibré, presque collaboratif. « Je pense souvent à eux », admit Lucas, regardant par la fenêtre vers la forêt qui s'étendait jusqu'à l'horizon. « Je me demande s'ils se souviennent. » Mike sourit avec compréhension. « Les félins ont une excellente mémoire spatiale et associative. Aurora sait certainement encore que cette cabane existe, qu'elle y a trouvé refuge. Quant aux chatons, désormais adultes,
Qui peut dire ce qu'ils ont retenu? Après le départ de Mike, Lucas s'installa sur le porche pour profiter de la douceur du soir printanier. C'était devenu son rituel quotidien, ces moments de contemplation silencieuse au crépuscule, lorsque la forêt se transformait, que les créatures diurnes cédaient la place aux nocturnes, que les ombres s'allongeaient entre les arbres. Le printemps avait amené avec lui une explosion de vie, nouvelles feuilles, fleurs sauvages et inévitablement naissance. Quelque part dans ces montagnes, une nouvelle génération de lynx venait probablement de voir le jour. Lucas se plaisait à imaginer qu'Ash et sa compagne avaient peut-être fondé leur propre famille, que de nouveaux chatons aux yeux bleus découvraient le monde sous la protection vigilante de leur mère. Perdu dans ses pensées, il remarqua à peine le mouvement à la lisière de la forêt, une ombre furtive, puis une autre se déplaçant silencieusement entre les arbres. Ce n'est que lorsqu'une silhouette féline émergea clairement dans la lumière déclinante que son cœur fit un bond dans sa poitrine. Un lynx adulte se tenait à l'orée du bois, son pelage roux tacheté luisant doucement dans les derniers rayons du soleil. Plus petit qu'Aurora, mais avec une posture similaire, cette élégance naturelle, cette présence à la fois puissante et gracieuse. Lucas retint son souffle, n'osant pas bouger de peur d'effrayer l'animal. À cette distance, il ne pouvait être certain, mais quelque chose dans la façon dont le lynx l'observait, dans l'inclinaison de sa tête, lui rappelait Amber, la plus méthodique des trois chatons, celle qui avait toujours observé avant d'agir. Puis, comme pour confirmer son intuition, un deuxième lynx émergea, plus petit, plus discret, se fondant presque dans les ombres. Frost? C'était impossible à affirmer avec certitude, mais les deux félins se déplaçaient ensemble, avec cette coordination que Lucas avait observée des mois plus tôt, lorsque les deux plus jeunes chatons avaient commencé à chasser en tandem. Les lynx s'arrêtèrent à la limite du jardin, maintenant une distance prudente, ni effrayés, ni particulièrement curieux, simplement présents. Ils regardèrent Lucas pendant ce qui sembla une éternité, puis, d'un commun accord, disparurent dans le sous-bois aussi silencieusement qu'ils étaient apparus. Lucas resta immobile longtemps après leur départ, submergé par une émotion qu'il ne cherchait pas à nommer. Était-ce vraiment Amber et Frost? Étaient-ils venus délibérément, attirés par un souvenir de cette cabane, de cet humain? Ou n'était-ce qu'une coïncidence, deux lynx sauvages qui exploraient simplement leur territoire? Il ne le saurait jamais avec certitude. Et peut-être était-ce mieux ainsi, que cette frontière entre le connu et l'inconnu, entre connexion et séparation, reste floue, comme la ligne d'horizon qui séparait le ciel de la terre dans le crépuscule montagnard. Cette nuit-là, Lucas ajouta un nouveau chapitre à son manuscrit. Il ne mentionna pas l'apparition des deux lynx. Certaines choses, décida-t-il, étaient trop personnelles, trop précieuses pour être partagées, même dans un livre qui se voulait témoignage authentique. À la place, il écrivit sur l'héritage durable de sa rencontre avec Aurora et ses petits, non pas seulement dans la science, dans les données recueillies ou les comportements documentés, mais dans sa propre conception du monde vivant. Comment cette expérience avait redéfini sa compréhension des frontières entre espèces, entre sauvages et domestiques, entre instinct et choix conscients. Nous partageons cette planète avec d'innombrables autres consciences, écrivit-il dans la conclusion de son chapitre. Des êtres qui perçoivent, ressentent et interagissent avec le monde de façon que nous commençons à peine à comprendre. Si l'histoire d'Aurora nous enseigne quelque chose, c'est peut-être que ces mondes séparés peuvent parfois se toucher, brièvement, créant des ponts inattendus par-dessus l'abîme des différences biologiques et évolutives. Ces moments de connexion, rares, précieux, souvent éphémères, nous rappellent notre place dans le grand tissu de la vie, non pas comme maîtres ou gardiens, mais comme participants égaux dans une conversation ancienne et continue que nous avons trop longtemps négligé d'écouter. 2 semaines plus tard, alors que Lucas photographiait une famille de castors
au bord d'un ruisseau à quelques kilomètres de sa cabane, il trouva quelque chose qui le figea sur place. Là, posée délicatement sur une pierre plate au bord de l'eau, se trouvait une plume, non pas bleue comme celle d'Aurora, mais d'un rouge vif caractéristique du cardinal. Coïncidence? Probablement. Le vent, un autre animal, 1000 explications rationnelles pouvaient justifier la présence de cette plume à cet endroit précis. Pourtant, lorsqu'il la ramassa avec précaution, la plaçant aux côtés de la plume bleue dans sa collection de trésors, Lucas ne put s'empêcher de sourire. Dans un monde de frontières floues, où les certitudes cédaient parfois la place à des possibilités inexplorées, il choisissait de croire au message silencieux porté par cette simple plume. Quelque part dans ces montagnes, Aurora continuait sa vie sauvage, et d'une certaine façon, à travers la distance et le temps, leur connexion extraordinaire persistait, aussi délicate qu'une plume, aussi durable que les montagnes elles-mêmes.